Il avait l'air de lui plaire, avec son front bleu, sa tête jaune et son corps tout vert, qu'éclaboussaient sur le haut des épaules et le fouet des ailes de délicates marques rouges. Sur sa poitrine, ses plumes s'imbriquaient en formant des sortes d'écailles soyeuses que Chloé scrutait, les yeux grands ouverts. « J'en avais jamais vu en vrai, murmura-t-elle, lorsque je l'eus rejointe devant la cage. Comment il s'appelle ?» Mais le vieux perroquet de mes grands-parents se tenait fièrement sur son perchoir, le torse bombé. « Charles, dis-je. » En entendant son nom, il pencha la tête. En miroir, ma cousine inclina la sienne. Elle avança ensuite la main et appuya son index entre les barreaux, comme si, malgré tout, elle cherchait à le caresser. « Attention, il peut te mordre. Hein. » Le perroquet me toisa. Ma remarque dut lui déplaire, car d'un léger frisson, il s'ébroua et laissa d'un coup échapper un cri bref, suivi d'un sifflement suraigu. Chloé eut peur et retira sa main. Intrigué, Charles la considéra avec étonnement, tassa le cou, le redressa et poussa de nouveau une succession de désagréables récriminations stridentes. Lorsqu'il se tut, Chloé lui sourit avec une prudence amusée. Il se déplaça alors en pas chassé sur son trapèze, puis frotta l'arrondi de son vieux bec tout gris contre le bois du perchoir. « Il est marrant, est-ce qu'il parle ?»« Un peu, dis-je. » Elle s'approcha davantage. « Allez, parle !» lui ordonna-t-elle. Charles se redressa, son œil rond devint plus vif. « Tu parles, Charles ?» En l'entendant, Chloé ouvrit les lèvres en un O d'admiration, puis se tourna vers moi. « T'as vu ?» Je hochai la tête. « Il a parlé !» insista-t-elle. J'étais content. Même si on était voisins, on ne s'était presque pas vus cette année. J'espérais qu'on allait profiter du week-end pour se retrouver. « À table !» vocalisa de nouveau le perroquet. « À table, Charles, tu parles, ténor ?» Il fixa cette fois Chloé, avec cette obstination légèrement interrogative qui indiquait qu'il attendait quelque chose en retour. Comme rien ne venait, il recommença à siffler, à crailler et à répéter en boucle son injonction favorite. « À table, Charles, à table !»« Ça suffit !» dit sèchement ma mère. Ce n'était pas au perroquet qu'elle s'était adressée, ni à Chloé. « Quentin, tu arrêtes de l'embêter !» En entendant mon prénom, je me tournai vers elle. « Mais c'est pas moi !» protestai-je. Mécontente que je me justifie, elle posa sur la table de la cuisine le sac plastique qu'elle tenait à la main et se dirigea vers nous. Je crus qu'elle allait me gifler, mais elle s'arrêta et nous considéra l'un et l'autre. « Vous arrêtez maintenant !» « Mais on n'a rien fait, m'indignai-je en prenant Chloé à témoin qui se tenait bien droite à côté de moi et, n'ayant pas l'habitude qu'on la gronde, n'avait manifestement pas l'intention d'assurer notre défense. « Tu l'excites, me répondit ma mère. Tu sais bien qu'après, ça ne s'arrête plus. » Je baissai la tête. J'avais accepté, après ce qui s'était passé dans le vestiaire du gymnase de Joliot-Curie, qu'elle me punisse et me prive de tout durant la semaine qui venait de s'écouler. En revanche, je ne supportais plus sa façon de me parler. Les bras le long du corps, je serrais les poings pour contenir ma colère. Le perroquet s'était énervé tout seul, c'était injuste. « Tu te calmes !» m'ordonna-t-elle, en me voyant fermer les yeux et froncer le nez. Je grimaçais de plus belle et ma nuque s'agita d'à-coups nerveux. Ça l'agaçait, que j'ai des tics. Elle réclama que je la suive dans le vestibule, où elle me désigna les bagages laissés sur le banc de l'entrée. Me faisant remarquer que ce n'était pas leur place, elle exigea, puisque visiblement je ne savais pas quoi faire, que je les monte à l'étage. Sans un mot, je mis la lanière du sac de ma cousine sur mon épaule et soulevai le mien par l'anse. Me voyant m'éloigner, ma mère m'expliqua que je dormais dans la chambre jaune. Chloé, elle, occuperait la rose. Je commençais à gravir les marches de l'escalier lorsqu'elle ajouta que je n'avais qu'à déposer les affaires de ma cousine sur son lit. On lui montrerait sa chambre plus tard. Avec son corps sale, ses jambes maigres et ses oreilles qui pendouillaient, je reconnus tout de suite le lapin avec lequel ma cousine dormait.
C'était une peluche gris clair, une sorte de doudou en laine bouillie, dont le ventre, quand on l'écrasait, était mou comme s'il était embourré de sable ou de petites billes. Il ne sentait pas très bon. Et je l'abandonnais sur le matelas, à côté du manuel et du cahier Clairefontaine que je venais d'extraire du sac. Poursuivant mon inventaire, je sortis délicatement la trousse de toilette en plastique transparent et la soulevai un instant. À l'intérieur, on pouvait voir différents tubes de crème jetés en vrac, des pansements et un stick de déodorant, une pince à épiler et une brosse à dents. Je recensai ensuite divers vêtements dans le désordre du sac, un legging noir aux jambes entremêlées, une paire de chaussettes mauves roulées en une boule compacte, un t-shirt à rayures jaunes mal pliées, une chemise de nuit toute blanche, ainsi qu'un haut de maillot de bain, une simple brassière en vérité, dont les couleurs bariolées, un mélange d'abricot, de vert et de rose, se retrouvaient sur le bas assorti. J'écartais celui-ci 2 ou 3 fois entre mes mains afin d'évaluer son élasticité, puis l'approchais de mon nez pour humer la suave senteur de chlore qui l'imprégnait. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit. Le temps que je comprenne ce qui se passait, c'était trop tard. Ma mère était là, la main sur la poignée, interdite. « Qu'est-ce que tu fais ?» me demanda-t-elle. D'étonnement, sa figure s'était alourdie en me voyant assis sur le lit. « Hein, qu'est-ce que tu fais ?» insista-t-elle. Le parquet grinça sous le poids de son corps. Elle portait sur son avant-bras un jeu de draps et des têtes d'oreiller. S'arrêtant devant moi, elle considéra le sac éventré et les vêtements de ma cousine disséminés sur le matelas. « Tu fouilles dans ses affaires ?»« Non, dis-je. » Suspendues à ses lobes, ses boucles d'oreilles en forme d'éventail tremblotèrent. À cause de ma position sur le lit et de son interruption dans la chambre, au moment où je ne m'y attendais pas, je repensais au soir où elle était venue m'annoncer que mon père avait eu un accident de voiture. Je n'avais pas compris tout de suite ce que cela signifiait. Elle s'était assise en face de moi, m'avait pris dans ses bras et m'avait serré de toutes ses forces contre sa poitrine, m'étouffant presque. Quand elle avait relâché son étreinte, elle m'avait effleuré la joue pour l'essuyer parce qu'elle était mouillée de ses larmes à elle. Puis s'apercevant sans doute qu'elle n'avait pas été assez claire, elle avait précisé que mon père était mort. La suite demeurait floue dans mon esprit. Dans les jours qui avaient suivi, peut-être parce qu'on voulait me tenir à l'écart de l'agitation et des formalités, j'avais dû aller dormir chez ma tante. Je me revoyais étendu sur un matelas posé au sol dans la chambre de Chloé, sans vraiment comprendre que c'était fini, que je ne reverrais plus mon père. « Quentin, je te parle, qu'est-ce que tu fais alors ?» Son ton avait été plus sec. « Rien, dis-je. » Je fronçais les sourcils. « Rien ? Je fouille pas, marmonnai-je. Tu te moques de moi ?» Je me défendais mal. Je butais sur mes pensées. Redressant la tête, je lui rappelai alors que c'était elle qui avait réclamé que je dépose les vêtements de Chloé sur le lit. C'était ce que je faisais. Elle contracta le front. Elle paraissait effarée par ma réponse et n'avait pas l'air de croire possible que j'ai pris sa requête à la lettre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle soudain. À la façon que j'avais eue de garder le poing fermé, elle avait compris que je dissimulais quelque chose. Elle alla déposer les draps sur la commode de la chambre, à côté du ventilateur en plastique, puis revint se poster devant moi et me saisit le poignet. « Montre, dit-elle. » Je n'avais pas le choix. J'ouvris la main. Du bout des doigts, elle s'empara du maillot de bain, le souleva et le laissa pendre devant mon nez. « Tu peux m'expliquer ?»« T'expliquer quoi ?» J'essayais tant bien que mal de ne pas baisser les yeux, mais la pupille des siens était dilatée par la colère. « Ne me prends pas pour une imbécile !» Elle s'était raidie, pleine d'une aigreur pugnace. Je contractais involontairement la nuque et grimaçais nerveusement. « Et je range, c'est ce que tu m'as demandé de faire !» réitérai-je sans hausser le ton. Elle dut prendre mon aplomb pour une forme d'arrogance,
car elle amorça un mouvement de bras. Par réflexe, je m'abritai aussitôt derrière la pointe relevée de mon coude, et attendis que sa main s'abatte sur moi. Je n'avais pas envie qu'elle m'empoigne les cheveux, ni me secoue la tête cette fois. Je me sentais prêt à m'opposer à elle. Elle le perçut, peut-être, car il se ravisa. « Sors !» Je me levai en l'évitant. « On en reparlera », dit-elle au moment où je franchissais la porte. « Tu peux me croire. » Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette soirée. Merci beaucoup Emmanuel Noblet pour cette lecture toute en finesse qui vous donne un aperçu, je crois, de l'ambiance, de l'atmosphère de ce dernier livre de Vincent Almendros, Sous la menace, paru tout récemment aux éditions de Minuit en janvier. Merci d'être venu le partager avec nous, Vincent. C'est un roman au titre programmatique qui est assez compact, comme vous le voyez, aussi compact que les 3 précédents. Je rappelle qu'était sorti toujours chez Minuit Ma chère Lise en 2011, Un été en 2015 et Faire mouche en 2018. Et c'est un roman qui lui aussi est tendu comme un arc d'ailleurs dont on ne sait pas très bien dans quelle direction la flèche va partir. Et donc dans ce roman, on suit un week-end dans la vie du narrateur, un narrateur qui s'appelle Quentin, donc, qui a 14 ans, et qui passe ce week-end avec sa cousine Chloé qui a 11 ans et sa mère chez ses grands-parents dans le Vexin. Dans un contexte, on va l'apprendre quelques pages après ce que vous avez entendu, dans un contexte où il vient d'être renvoyé de son collège, le collège Joliot-Curie, ce qui explique aussi en partie peut-être l'hostilité de sa mère telle que vous l'avez entendu à l'instant. Donc c'est à nouveau une histoire de famille, à nouveau une histoire inquiétante, pleine d'ambivalence et de faux semblants. Et c'est à nouveau aussi un livre qu'on traverse un petit peu en apnée, avec, quand on le referme, à la fois une forme de soulagement, je crois, et en même temps l'envie tout de suite de le reprendre à zéro pour suivre un peu mieux le jeu de pistes que vous nous proposez, Vincent. Alors je précise tout de suite qu'à la suite de notre échange, vous aurez le droit à un deuxième moment de lecture. Voilà, ce qui est une manière peu subtile de vous tenir en haleine jusqu'au bout et de vous faire un peu éprouver cette menace qui plane sur tout le livre. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on revienne en arrière par rapport à l'extrait qu'on a entendu, au tout début du livre en fait, puisque le livre s'ouvre sur un trajet en voiture, ce trajet vers la maison des grands-parents. Et ça n'est pas la première fois, Vincent Almendros, que vos livres s'ouvrent de cette manière. C'était déjà le cas dans Ma chère Lise et dans Faire mouche. Ça commençait par un trajet en voiture. Et dans Un été, ça n'était pas à bord d'une voiture, mais à bord d'un bateau que les personnages montaient. Donc vous avez cette manière de nous embarquer comme ça à chaque fois. Alors quelle importance est-ce que vous accordez à ces démarrages de romans et vers quel est ce quelque part vers lequel on s'embarque cette fois-ci? Bonsoir, merci. Alors c'est vrai qu'à chaque fois je me rends compte que l'entrée dans le livre soit une sorte de petit trajet ou en tout cas une façon d'entrer, d'arriver dans un univers. Mais en même temps, en disant ça, je me rends compte que c'est quelque chose qui arrive assez tard dans l'écriture, puisque moi, j'ai déjà écrit beaucoup de choses de ce qui se passait avant, que j'ai coupé. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai besoin que le début soit une sorte de petit trajet pour arriver à un point, à la fois parce que c'est moi en tant qu'écrivain qui ait besoin d'arriver quelque part, et aussi j'ai conscience que le lecteur, lui, vient d'ailleurs et entre dans ce livre-là et a besoin de ce petit temps, souvent assez court, hein, de trajet, pour arriver dans un espace, surtout on finit par être dans un huis clos, donc c'est important d'arriver aussi dans ce huis clos. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on voulait vous embarquer avec nous et donc commencer par une lecture. Parmi ces endroits vers lesquels vous nous emmenez, il y a ce thème de la famille, ce huis clos de la famille, qui là aussi est un univers, le cercle familial, qui revient de livre en livre, je crois. Dans Un été, par exemple, vous exploriez en particulier le lien entre deux frères, Jean et Pierre. Dans Faire mouche, c'était le retour d'un homme
dans le village de son enfance à l'occasion d'un mariage. Et là, à nouveau, on va découvrir les relations et les différents degrés aussi de proximité entre ce narrateur Quentin et sa mère, ses grands-parents qui ont l'air plus ou moins séniles, plus ou moins absents, et cette cousine qu'il a visiblement un peu perdu de vue et qu'il retrouve à l'occasion de ce week-end. Pourquoi est-ce que la famille est au cœur de tous vos romans de cette façon ? C'est pas quelque chose qui est forcément pensé en amont. C'est vrai que par exemple, si je prends le cas de Un été, où c'est l'histoire de deux frères, pendant très très longtemps dans le manuscrit, c'était simplement des amis. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, et c'est arrivé assez tard dans la campagne d'écriture que de faire de ces deux personnages des frères. Et après, évidemment, de les nommer Jean et Pierre, ou Pierre et Jean, en référence à Maupassant. Mais c'est vrai que c'est arrivé assez tard, et une fois que j'ai réussi à en faire des frères, il y a quelque chose qui s'est dénoué, et j'ai pu aller jusqu'à la fin du livre. Donc, pour vous dire que finalement, il y a quelque chose qui me rattrape là-dedans. C'est pas forcément volontaire. Mais après, il y a sans doute des raisons plus personnelles, plus intimes, qui fait que j'allais dire que je m'attaque à la famille, mais en tout cas que que j'évoque ces questions familiales. Sur le plan romanesque, c'est extrêmement intéressant quand même de travailler ça, parce que la famille, c'est quand même des personnes qui n'ont pas décidé d'être ensemble, qui vivent ensemble. Il y a souvent des tensions, souvent des non-dits, souvent des silences, et ça sur le plan narratif romanesque, c'est extrêmement intéressant pour l'écrivain à explorer, à travailler. Je rebondis un instant sur ce que vous vous êtes arrêté sur les prénoms, Jean et Pierre et Jean. Les prénoms, j'ai l'impression qu'ils ont les noms en général, parce qu'il y a aussi les noms de lieux qui sont assez importants dans vos romans. J'ai l'impression qu'ils ne sont jamais choisis au hasard, évidemment. Je pense à la famille Malèvre. Voilà, donc les consonances tout de suite ouvrent un certain univers. Le village de Saint-Fourneau, tout ça c'est dans Fermouche. Et ici, à nouveau, on est dans le lieu-dit de la Bergerie, donc dans le Vexin, dans un endroit qui s'appelle Velle-la-Forêt. Donc le choix de ces noms-là, le choix des prénoms aussi, quel moteur est-ce que c'est pour vous ? Après, tout est choisi avec minutie, enfin j'essaye en tout cas, mais c'est vrai que la question des noms elle est importante, à la fois pour des questions de rythme. Là tout à l'heure, j'ai prévu éventuellement, si on a un peu de temps, de projeter quelques manuscrits, et en retrouvant des manuscrits, je me suis rendu compte que Quentin s'appelait Jonathan avant, Chloé aussi a changé de nom, donc, mais vous voyez, Jonathan par exemple, Jonathan, 3 syllabes c'était trop long en fait. Quentin, 2 syllabes, c'était plus facile. Après, on peut faire des jeux aussi de référence, comme avec Pierre et Jean. Mais je suis de plus en plus aussi intéressé par le fait d'inventer des lieux. Par exemple, Velle-la-Forêt ou Changy-en-Vexin. Mais c'est un travail assez long pour essayer de créer des noms qui pourraient être réels, en fait. Des noms qui, en tout cas... évoque quelque chose. Là, ça m'intéressait Sous la menace de partir d'une ville qui existe, qui est Meaux. Bon, évidemment, pour les raisons qu'on imagine. Et après, d'aller dans un endroit, justement, qui est un endroit à la fois imaginaire, mais très réaliste dans la façon de traiter, de les traiter, en fait, et d'essayer même de travailler à partir d'images ou à partir de photos ou de lieux dans lesquels moi-même je suis allé. Essayer de faire renaître quelque chose du réel à travers une sorte d'invention ou de création de mots. Et puis, oui, je trouve que Changy-en-Vexin, à la fois on se dit, on voit très bien où on est. Le mot Changy m'intéresse aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va être différent de d'habitude. Enfin, il y a beaucoup de choses, voilà. Mais encore une fois, parfois c'est très très long de choisir ces noms alors qu'on a l'impression que ça pourrait arriver très très vite. Mais c'est quelque chose qui peut prendre du temps et qui est assez réfléchi. Oui, Changy-en-Vexin, il y a cette idée de changement, et le personnage, vous l'avez entendu, le narrateur, il a 14 ans, il est assez travaillé par ses hormones, et il est à cet âge de croisement, de bifurcation. C'est un moment où le corps change physiquement, mais je crois que l'adolescence, ça nous intéresse bien au-delà de cette transformation physique, et d'ailleurs, c'est un âge
sur lequel vous étiez penché dès votre tout premier roman. Qu'est-ce que ça représente, cette période pour vous, et quels souvenirs vous gardez de votre propre adolescence, si vous voulez bien nous en dire un ou deux mots? J'ai assez peu de souvenirs d'enfance, globalement. J'ai assez peu aussi de souvenirs de l'adolescence, finalement. Je crois que ce qui m'intéresse le plus, ou en tout cas je me rends compte que pour moi l'adolescence est surtout... en tout cas je l'associe à un âge où j'avais pas les mots. Je sais pas comment le formuler, mais... aujourd'hui, c'est encore difficile pour moi de parler, je ne suis pas forcément toujours très à l'aise, etc., avec l'oralité, d'où l'intérêt d'écrire et de mettre au silence le langage. Mais l'adolescence, c'était pire. Enfin, c'est vraiment un moment où même presque c'est une question de manque de vocabulaire pour essayer de nommer les choses. C'est-à-dire que c'est une période pour moi pleine de perceptions, où on ressent beaucoup de choses, on pressent beaucoup de choses, notamment sur les non-dits, par exemple, familiaux, mais où il n'y a pas le lexique nécessaire pour pouvoir nommer et par conséquent prendre de la distance. Donc c'est une période que je trouve extrêmement violente à ce niveau-là, parce qu'il manque les mots. Après, peut-être aussi parce que j'étais dans un cadre familial où le langage, parce que je l'associe du coup au langage, où le langage était un peu problématique, quoi. Enfin, je ne sais pas en quelle mesure, parce que je ne sais pas si c'est filmé ou pas, si c'est enregistré, c'est ce que je peux dire. Mais... Non, mais allez, très rapidement, mais c'est vrai que, par exemple, j'ai un père qui est pied noir, et comme dans beaucoup de familles pieds noirs, il y a un silence sur ce qui a été vécu. À la fois, j'ai une mère, au contraire, où le langage sortait de manière très anarchique, très désordonné, et j'essayais, moi, je crois, enfant, de mettre de l'ordre là-dedans, ou en tout cas de donner du sens à ça. Oui, je crois que c'est ce qui donne finalement à l'écriture toute sa place, ou sa nécessité en tout cas, d'essayer de prendre le temps de nommer les choses. Et ça m'intéressait aussi là dans Sous la menace de pouvoir prêter à cet adolescent-là mes mots. Alors, le travail était aussi que ce soit pas trop littéraire, pas trop... que ça puisse être crédible, en tout cas, que cette énonciation, même si d'ailleurs, on ne sait pas d'où il parle. Si ça se trouve, il a une parole rétrospective qui raconte tout ça des années après. Mais, oui, ça m'intéressait de pouvoir l'aider, en quelque sorte, avec le langage, en fait. Même si je me retrouvais parfois dans la même position que lui en tant qu'écrivain, c'est-à-dire que comme Quentin est adolescent, entre dans l'adolescence, il a aussi une découverte, il se confronte au secret de famille, ça on l'a dit tout à l'heure, mais aussi au désir, à la naissance du désir, et en plus désir coupable et interdit, parce que il va se porter le temps de ce week-end de manière amorcée en tout cas envers sa cousine, donc dans le cadre familial. Les mots, donc, pour moi, étaient aussi encombrés parce qu'ils avaient des connotations, et il ne fallait pas aller trop loin. Et c'était la question du curseur, de savoir quels mots je pouvais choisir, jusqu'où je pouvais aller, était extrêmement délicate. Et je me retrouvais finalement dans sa position de gamin encombré comme ça, avec les mots, avec le langage, même si d'ailleurs il est assez taciturne, ce gamin. Mais je crois que c'est ce qui est très réussi dans ce texte, c'est que vous soyez toujours sur une crête entre deux options possibles, entre en dire trop, pas assez, et c'est un peu la manifestation de cet âge qui est lui-même entre deux. On est entre l'enfance et l'âge adulte, entre des choses très conscientes et des choses qui le sont moins. Entre une position de dominée et peut-être un peu dominante, parce que cette force physique, ce corps change. Et donc c'est cette ambiguïté-là aussi qui contamine tout le texte. Et si je peux me permettre, pardon, mais c'est aussi que j'ai grande confiance envers le lecteur. Donc je sais que je peux m'amuser avec lui. Pas de lui, mais avec lui. Que je sais très bien que si je mets ce mot-là, il va l'entendre lui aussi avec ses connotations, ses doubles sens, et qu'on peut s'amuser avec cet espace-là du texte. Oui, on va en reparler, ça, de la position du lecteur. Mais pour rester un instant avec ce narrateur, ce choix du point de vue aussi,
c'est assez particulier parce que ce qui fait l'ambiguïté du texte, ce qui fait qu'on est toujours sur une crête, c'est précisément que ce soit raconté à la première personne, je crois, et que ce personnage qui est comme ça entre deux et pour qui le monde des adultes reste en partie indéchiffrable, qui lui-même n'est pas forcément très lucide et honnête envers lui-même, évidemment ça a une influence sur le texte et sur la perception qu'on peut en avoir en tant que lecteur. Est-ce que vous aviez à un moment donné imaginé peut-être un autre point de vue, ou est-ce que celui-ci s'est imposé, comme d'ailleurs dans vos précédents romans, puisque tous vos romans sont écrits au jeu? Alors oui, j'ai essayé d'écrire ce livre à la troisième personne, mais ça fonctionnait pas, c'était vraiment pas bon, enfin j'y arrivais pas. Et enfin, d'ailleurs j'ai fait plusieurs allers-retours, je me suis rendu compte de ça cet après-midi en recherchant un peu les brouillons, et je me suis rendu compte que j'avais essayé la première personne, puis après la troisième, en variant les points de vue, et il y a une forme que je ne trouvais pas, et puis j'ai fini par revenir et assumer complètement la première personne de l'adolescent, et là il y a quelque chose qui pour moi s'est dénoué en fait, qui d'un coup devenait plus facile. J'aimerais bien arriver à faire un livre à la troisième personne, pour l'instant je n'y arrive pas. Mais je crois aussi que c'est parce que ce qui m'intéresse dans la première personne, c'est la possibilité de rentrer dans une conscience, et donc aussi, plus qu'une conscience finalement, la question de la perception des choses. Essayer de reproduire, et je crois que c'est ça qui m'intéresse finalement le plus dans l'écriture, c'est essayer de reproduire cette invasion, ou je ne sais pas comment le formuler, mais cette omniprésence-là des émotions et des sensations qui nous parcourent tout le temps en fait, et essayant d'être réaliste, j'essaye de retrouver cette perception-là, même si je ne sais jamais si ma perception, enfin celle que je connais de moi enfermé en moi-même, je ne sais pas si elle peut être partagée par d'autres ou pas. Mais c'est quelque chose, je trouve, qui est intéressant sur le plan littéraire à essayer de retrouver, que je retrouve assez peu, je trouve, finalement, dans d'autres romans. C'est oui, cette capacité ou en tout cas essayer de retrouver toutes les sensations qu'on peut avoir. Oui, vous parlez de sensations, c'est vrai que c'est extrêmement présent dans ce livre. D'abord, le corps et les descriptions des corps sont assez nombreuses. Ce corps-là d'adolescent qui change avec l'acné, etc. Et puis, toutes les sensations, aussi bien l'ouïe, il y a le moindre grincement, le sifflement du vent qu'on entend. Les odeurs aussi sont très, très présentes. Vous avez entendu là, l'odeur du chlore dans le maillot de bain, la sensation aussi sous la pulpe des doigts d'un chat qu'on va caresser, puis on sent le ronronnement là, sous les doigts. Ça, c'est très, très important. Quel outil est-ce que c'est le corps pendant le moment de l'écriture? Comme je disais, c'est la question du réalisme en fait. C'est-à-dire que là, je ne sais pas vous, mais moi je suis parcouru de sensations. À la fois la lumière, à la fois les silhouettes qui se dessinent. Depuis tout à l'heure, je vois ce verre en me disant j'ai envie de le boire, mais à quel moment je peux le boire à quel moment je peux avancer? D'ailleurs, je vais en profiter pour le faire, merci. Mais vous voyez, et en fait, c'est finalement plus important tout ça. Je sais pas, oui, voilà, toutes les émotions qui me traversent sont finalement, alors pas peut-être plus importantes, mais aussi importantes que les mots qui vont sortir de ma bouche, en fait, ou les pensées qui me traversent. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'essayer de le formuler. La vie n'est pas que des dialogues et des déplacements, comme il y a dans beaucoup de livres, c'est aussi et surtout des sensations et des émotions. Et comment là-dedans essayer de trouver une narration et une tension petit à petit, en fait. Ce qui fait qu'on est absolument dans la peau de ce narrateur et qu'on voit absolument tout par ses yeux. Si votre livre devait devenir un film, ce serait évidemment en caméra subjective. Et je fais cette référence au cinéma parce que je crois que votre livre a cette teneur très cinématographique, en tout cas visuelle. Il y a d'abord un découpage du texte en scène. Ça fonctionne vraiment par scène, avec chaque fois un début, une fin, un élément perturbateur. Et puis, parfois, comme des mouvements panoramiques, quand le narrateur balaye une scène des yeux, on a vraiment l'impression de suivre son œil se promener. Et à d'autres moments, des effets de zoom, de gros plans sur des détails. On entendait dans l'extrait, par exemple, la toute petite vibration de la boucle d'oreille de la mère. Ça, cette manière d'entrer dans les détails est très présente. Alors, quelle source d'inspiration c'est pour vous le cinéma ? Et plus précisément, sur ces zooms,
Quelle est l'importance des détails pour vous? Alors c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise que l'écriture était très cinématographique. Vous avez raison, ça vient du fait tout simplement que ce sont des scènes en fait, traitées comme des scènes, c'est-à-dire que le temps de la narration, le temps que vivent, le temps que moi je raconte est à peu près le même que le temps de l'histoire, c'est-à-dire le temps que vivent les personnages. Et ça donne forcément un côté cinéma. Mais en vérité, moi ce qui m'intéresse, enfin, je crois que l'écriture serait plus proche, si on parle de cinéma, de l'étape du montage en vérité. Parce que moi quand j'écris, je vais avoir des blocs comme ça, des morceaux que je vais pouvoir déplacer, et je me rends compte, notamment c'était assez criant au moment de l'écriture, par exemple, d'un été, où je me souviens que j'avais décrit une casquette pendant 5-6 pages, et je ne savais pas quoi en faire de cette casquette. Je me disais, mais pourquoi? Alors, forcément, je la mettais sur la tête d'un des personnages, mais à part ça, c'était pas très narratif, quoi. Et au bout d'un moment, à force d'écrire, je me suis rendu compte que le fait que le personnage puisse oublier la casquette, quelque part, ça devenait un élément de l'histoire qui devenait extrêmement important, qui pouvait créer une tension. Mais ça, c'était au montage que je l'ai trouvé. C'est à force de réécrire. Donc finalement, oui, je crois que le rapport au cinéma, c'est plus ça. Et en termes de référence, si je continue à parler par exemple d'un été, on parlait beaucoup de Plein Soleil de René Clément, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, sauf que je n'avais pas vu le film avant. Je l'ai vu après, je me suis dit c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Même je me souviens qu'il fait un plan à un moment donné sur un poisson mort et tout. Il y avait la même scène dans mon livre, mais ça c'était le hasard en fait. Donc non, puis après on est nourri, évidemment, on est une génération qui est nourrie de cinéma, donc il y a forcément des images aussi qui nous traversent, mais dans le fond je crois que c'est surtout ce lien à l'écriture qui prend le temps de raconter, qui donne un côté cinématographique. Oui, je crois que vous aviez dédicacé l'un de vos textes à un célèbre chef opérateur, Nestor Almendros, qui n'est pas du tout de votre famille, si j'ai bien compris, mais qui est le chef opérateur de François Truffaut, entre autres, oui. Entre autres de Romer. Mais ça c'est parce que je m'amuse un peu avec... parce qu'il y a un côté aussi un peu ludique là-dedans, dans les livres et dans l'écriture. Et je jouais avec cette place-là de la dédicace qui est... Moi, ça m'a toujours un peu... Je trouve ça toujours un peu bizarre, les gens qui écrivent pour Julie ou à Julie, enfin, imprimé. Je me dis, je la connais pas, Julie, pourquoi... Et donc, je me suis dit, moi, je veux pas faire ça. La seule fois où je peux faire ça, c'est faire croire que c'est destiné à quelqu'un de ma famille, Nestor Almendros, parce qu'il porte le même nom que moi, enfin, moi, le même nom que lui, parce que ça parle d'un roman... qui est très lié à l'expression roman familial en psychanalyse, mais en vérité qu'il n'ait rien à voir avec ma famille, et que ce soit effectivement un chef opérateur connu, etc. Donc ça m'amusait de jouer avec cette place-là. Alors je reviens un tout petit peu sur la structure. Vous avez parlé de la forme du livre, effectivement, de cette idée d'un livre comme un montage, avec... cette menace qui s'amplifie au fur et à mesure du texte et qui se démultiplie en réalité, parce que là, on entendait dans l'extrait la mère qui menace d'en reparler avec son fils, mais évidemment, la menace, elle arrive de bien d'autres endroits. Et ce texte, il est découpé en 5 grandes parties, en 5 grandes parties, elles-mêmes découpées en plusieurs scènes, donc comme les 5 actes d'une tragédie finalement, et vous l'avez saupoudré effectivement d'un certain nombre de signes un peu inquiétants, d'augures, je dirais presque, parce que bien souvent c'est par les animaux, des animaux morts que les personnages vont trouver sur leur chemin, que la machine se dérègle un petit peu. Alors pourquoi ces 5 parties et comment justement vous arrivez à cet équilibre pour que la tension progresse d'un bout à l'autre du texte? Là, c'est quelque chose que je découvre en fait dans l'écriture. C'est pas quelque chose qui était a priori volontaire. Moi, c'était pas mon but forcément de créer des tensions dans mes romans, mais en fait, je crois que c'est à force de retravailler et d'être attentif à tout. Je me rends compte que l'attention portée, comme on disait, aux sensations, l'attention portée aux objets, l'attention portée aux animaux, l'attention portée au dialogue, finalement, cette attention finit par créer une tension. Bon, aussi parce que je coupe énormément, donc je ne garde que ce qui me paraît essentiel et qui peut créer cette tension-là. Mais je crois que ça vient de là, en fait, cette attention-là,
aux choses, il y a quelque chose qui devient un peu mystérieux. En même temps, sur les animaux, par exemple, si on prend le cas des animaux dont vous avez parlé, ce qui est étrange, c'est que moi, c'était pas forcément volontaire qu'il y ait autant que les livres soient un bestiaire. Mais en vérité, les animaux, pareil, ils font partie de notre vie. Ils nous entourent en permanence. J'en parlais justement une fois avec Éric Chevillard. On se disait tous les deux, mais oui, mais pourquoi on nous parle du fait qu'il y ait des animaux dans nos livres? En vérité, pourquoi il n'y a pas d'animaux dans les autres livres, en fait? C'est ça qui est étrange. Mais c'est vrai qu'après, c'est intéressant d'en jouer aussi, se dire, bon ben voilà, comment décrire ça? Je trouve que c'est extrêmement difficile de décrire un animal, donc très intéressant pour l'écrivain. Mais ça peut être des choses qui sont à la fois autobiographiques. Vous voyez, là, il est question, par exemple, de fourmis volantes qui tombent sur les personnages. Ça, c'est une scène qui m'est vraiment arrivée. J'étais en rencontre pour parler justement d'un livre, et on était en extérieur, il faisait beau, et puis tout à coup, je vois d'abord sur le crâne de la personne qui me pose des questions, un premier insecte comme ça étrange, puis avec des ailes, puis 2, 3, je me dis qu'est-ce qu'il a, que se passe-t-il? Puis je me rends compte que moi aussi j'ai des choses dans les cheveux, puis il entend de plus en plus, et tout le public devient recouvert de ça, et on est obligé de se lever et de partir. C'était vraiment dans ce qu'on appelle un vol nuptial de fourmis volantes. Sur le moment, je ne me suis pas dit, tiens, ça va se retrouver dans un roman, mais à un moment donné, je me dis, tiens, là, ça peut être intéressant finalement de retrouver ça. Alors après, j'ai plus de souvenirs précis de cette scène-là, donc je vais faire des recherches sur les fourmis volantes. Je me rends compte que c'est pas la saison pour moi, mais ça me dérange pas, parce que je me dis, tiens, ça va parler du dérèglement climatique et tout ça, enfin bref. Mais tout ça, ça prend du temps, en fait. Et moi, je peux passer des mois dans mon bureau à essayer de décrire une fourmi volante, et si ça se trouve, je vais finir par couper la scène et jeter la scène. Mais pour moi, c'est ça l'écriture aussi, quoi. Essayer de retrouver, par exemple, des sensations ou des choses vécues. Après, il y a si je parle encore des animaux quelques secondes, on a entendu le perroquet là tout à l'heure, très beau perroquet d'ailleurs, merci, très drôle. Mais ce perroquet, bon, évidemment, lui, il n'a pas le même statut, parce que le perroquet, il est beaucoup plus littéraire. On peut penser que ce soit Echenoz, Flaubert ou d'autres. Il a ce statut, quoi. Mais d'ailleurs, pareil, tout à l'heure, si je montre les brouillons, à un moment donné, j'ai retrouvé dans un carnet, je me rends compte que le perroquet que j'étais de décrire, je me suis dit, mince, c'est le même que celui de Flaubert. Alors je me suis dit, il faut que je change de perroquet, parce que là, je ne peux pas concurrencer Flaubert, quoi. Bon, finalement, j'ai gardé le même modèle de perroquet, mais voilà, enfin, je suis plus proche de raconter ça, mais dans l'idée que peu à peu, les animaux, oui, ils sont présents. Le petit oiseau mort au sol, pareil, j'ai souvenir d'une scène assez précise. J'étais avec Marie, ma compagne, on se promenait dans un petit village, et il y avait cet oiseau mort, comme beaucoup de personnes ont vécu ça, de voir cet oiseau mort. Globalement, généralement, on s'arrête, on a envie de regarder, on se rend compte qu'il y a des fourmis qui sont en train de manger le corps. Et ça dit quelque chose aussi de nous, enfin, ça dit quelque chose de notre, sans tomber dans l'anthropomorphisme, mais ça dit quelque chose de notre rapport au monde aussi, de qui on est. Je me souviens que j'avais pris des photos, mais c'était pas morbide, c'était l'idée de dire, bah oui, il y a quelque chose à faire de ça. Et puis là, ça avait du sens avec Quentin qui a perdu son père, voilà, enfin, sans forcément souligner, mais si jamais je décris cet oiseau mort, et qu'on sait après que Quentin a perdu son père, forcément, il y a quelque chose qui fait écho. Vous disiez qu'avec Éric Chevillard, vous vous étonniez que les animaux ne soient pas plus présents dans les autres livres. Peut-être la différence ici, c'est simplement qu'ils sont porteurs de cette étrangeté, d'une forme d'inquiétude, et ils arrivent, tous ces animaux, comme une sorte de rendez-vous dans le livre qui nous fait progresser dans la menace. Mais évidemment, l'atmosphère menaçante de ce livre, elle ne passe pas que par l'histoire, elle ne passe pas que par la perception qu'en a le personnage, elle passe évidemment par la langue, vous l'avez dit un petit peu, et pour être plus précise, par l'ambiguïté de certaines formules, à commencer par le titre, d'ailleurs, Sous la menace, qui est un titre assez polysémique, on peut en reparler. Il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'expressions à double entente dans ce livre. Je pense par exemple quand la mère dit, à la fin de l'extrait que vous avez entendu, on va en reparler, tu peux me croire. Tu peux me croire, bon, bah, ça fait partie du langage courant, c'est un peu une expression toute faite, et en même temps,
on peut entendre aussi une forme de questionnement sur la fiabilité des adultes. Ce perroquet qui répète « tu parles Charles », ça peut être simplement une référence au fait que c'est un perroquet qui parle, mais tu parles, ça peut être aussi bien sûr mon œil, enfin il y a comme ça un ensemble de double sens, comme s'il y avait toujours plusieurs niveaux de lecture, un texte sous le texte en fait, qui gronderait en dessous comme ça. En quoi est-ce que la langue est elle aussi menaçante pour vous? On n'a que ça. Surtout quand on écrit, en fait. On n'a que les mots et on est seul avec sa page blanche. Donc il n'y a que ça qui menace. Enfin, je veux dire, il y a le risque de ne pas y arriver, il y a le risque de ne pas arriver à écrire la scène. Donc là, il y a quelque chose qui menace très clairement l'écrivain. Mais en même temps, c'est ça qui le sauve. Enfin, il y a quelque chose de salvateur là-dedans, en fait, d'arriver à... Mais moi, j'aime bien aussi ne pas y arriver, en fait. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de ne pas y arriver. Alors, il ne faut pas que ce soit trop menaçant, pas trop douloureux, mais en tout cas, je trouve que le fait de chercher, c'est ça, écrire, en fait. Chercher et ne pas y arriver tout de suite. Je crois que je ne prendrais aucun plaisir, par exemple, si j'arrivais... Je sais qu'il y a des écrivains qui font ça et je les admire, mais je ne sais pas si je les envie, mais qui arrivent à écrire leurs scènes comme ça. Puis voilà, ça c'est bien, ils retravaillent un petit peu après et tout ça. Moi j'ai besoin, au contraire. D'ailleurs, pareil, je ne veux pas faire du teasing sur le fait que je vais montrer des choses, je ne sais pas si on aura le temps en plus, mais en tout cas, je me suis rendu compte cet après-midi en regardant mes carnets, je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a plein de moments dans les carnets où il n'y a que des bouts de phrases. C'est même pas une phrase complète en fait. Je travaille juste sur une proposition subordonnée par exemple, ou un adjectif et un nom. C'est très morcelé en fait, avant de rentrer dans l'écriture de la scène. Et je crois que mon plaisir le plus vif finalement, c'est de faire ça, juste des petites associations de mots, toutes bêtes quoi. Enfin, ouais, je crois que c'est ça, le plaisir le plus grand, il est là. Alors, pour la menace, oui, la menace, elle est aussi, si on parle de la menace maintenant sur les personnages, c'est la langue, oui, la plupart du temps, qui menace. Il est rare qu'on se retrouve avec un pistolet sur la tempe. En revanche, il n'est pas rare que quelqu'un nous fasse une remarque déplacée ou qui nous brutalise ou qui nous encombre. Et puis, surtout, quand en plus on est un peu hypersensible et que toute parole peut être interprétée ou parce qu'on a vécu des choses enfants et que là je dis ça, je me rends compte en disant ça qu'on va dire il parle de lui, tout ça. Mais il y a plusieurs personnes qui ont vécu enfant des choses qui font que tout signe va être très très important, enfin va être... je parle d'hypersensibilité, mais... Et c'est vrai que même, vous disiez très justement que quand elle dit on va reparler, tu peux me croire. Très souvent, quand un père ou une mère dit ça, c'est qu'il ne va pas en reparler et qu'il ne va pas se passer grand-chose. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que pour Quentin, ça c'est une menace. Et oui, ça m'intéressait de travailler là-dessus aussi. Et puis menacer aussi un peu le lecteur, dans le sens où voilà, un mot placé à cet endroit-là, ou un mot qui a un double sens. En fait, j'avais un peu envie, j'avoue, que le lecteur se dise, avant qu'il ait une pensée un peu dérangeante, et qu'il ne sache pas trop si c'était lui ou moi qui avait fait naître ça. Ça m'intéressait assez. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, mais j'aime bien ça, l'idée que... Et après, qu'il se dise, ouais, bon, d'accord, là j'ai compris, il le fait exprès, donc en fait, là, il y a une connivence entre lui et moi, entre le lecteur et le texte qui peut être intéressant. Oui, ça fonctionne très bien. Je veux bien que vous développiez un petit peu ça sur cette place du lecteur, parce que j'ai le sentiment que vous nous obligez à la fois à progresser à tâtons, à être toujours dans une forme d'ambiguïté, à enquêter aussi à l'intérieur de vos textes, tout en étant dans cette position assez inconfortable, ce malaise. Est-ce que c'est le genre de sensation que vous cherchez vous aussi en tant que lecteur, et quelle est la part de jeu malgré tout dans tout ça? Parce que vous le disiez, il y a aussi cette manière bien souvent d'attirer l'attention du lecteur sur le fait qu'il est dans un livre et que ça reste un livre. Une forme de distanciation comme ça, où vous jouez aussi avec des références au fait qu'on est dans une fiction. Attention, ne te
prend pas totalement au jeu. Cette ambiguïté-là, elle est présente dans vos différents textes, je crois. Oui, et en même temps, la difficulté, c'est d'arriver quand même à ce que l'histoire intéresse et qu'on a envie de lire. C'est cet équilibre-là que j'essaie de trouver. Tout à l'heure, vous parliez de ce titre-là, Sous la menace. C'est vrai que quand j'étais en train de lire, en même temps que j'écrivais le texte de Zola, La bête humaine, quand je suis tombé sur la phrase que j'ai mise du coup en exergue ici, non, non, sois tranquille, rien ne te menace. Je me suis dit, bon là, on est déjà dans le jeu, dans le fait de dire, sois attentif à tout. Il y a le titre, il y a la phrase d'exergue là, de Zola, La bête humaine. Le mot bête, on le retrouve plusieurs fois dans le texte. C'est une façon de dire au lecteur, sois attentif. Mais d'ailleurs, ce que vous avez dit au début en présentation, qui était très gentil de dire on a envie de recommencer quand on a fini pour savoir, etc. Moi, je trouve que ça, c'est les plus beaux compliments. Et souvent, enfin, ça arrive en tout cas qu'un lecteur me dise on doit être attentif à tout quand on vous lit, on le sent. Ça me fait plaisir parce que c'est comme ça que j'ai travaillé moi aussi. J'ai été attentif à tout, donc je suis content que le lecteur soit attentif à tout. Et c'est vrai que ça crée, oui, une connivence, comme je disais tout à l'heure, et un jeu avec le lecteur. Même un jeu parfois sur la page, parce que ça, bon, c'est des questions de typographie, et puis ça touche la question des épreuves. Mais quand, par exemple, je finis le chapitre, le premier chapitre, ou la première partie plutôt, c'est page 43, où Quentin a eu un petit malaise et Chloé vient le voir pour savoir si ça va, ils sont dans la cabane, que ça se termine par « ça va, tu es tout blanc », elle s'inquiète pour lui, elle dit « tu es tout blanc », c'est le dernier mot du chapitre. J'étais très content de voir que ça tombait sur une belle page et qu'il y avait du blanc derrière. Bon, c'est des choses, ça me fait rire que moi, mais en tout cas, pour moi c'est important en fait, c'est que le livre c'est aussi un objet, c'est aussi quelque chose qui va avoir un quatrième de couverture, un titre, l'exergue là de Zola. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses où on peut jouer avec ça en fait. Mais c'est pas un jeu, c'est pas un petit ricanement ou un truc. Enfin, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est quand même sérieux. Là, je disais par exemple la phrase donc de Zola, La bête humaine. Non, non, sois tranquille, rien ne te menace. En vérité, si on lit le texte de Zola, La bête humaine, qui est un livre d'ailleurs, je trouve, extraordinaire et extrêmement moderne, qui aborde des sujets, des thématiques très modernes, ouais, très, très, très puissantes. Ça, c'est déjà un jeu on parlait de jeu de speed tout à l'heure, ça, c'est un sacré indice, en fait, pour le lecteur. Donc, c'est pas qu'une plaisanterie, enfin, c'est pas qu'une façon de s'amuser. Il y a un côté ludique, mais il y a aussi, il faut que ça dise quelque chose, et c'est très réfléchi, quoi. Oui, je repensais à un passage du texte dans le même ordre d'idée que ce blanc. C'est Quentin qui est en train d'aider Chloé, sa cousine, sur un exercice de maths, et la consigne de l'exercice de maths, c'est de se reporter au schéma de la page 126, et on est pile à la page 126 à ce moment-là. Donc, c'est là encore une fois une manière de bien se rappeler aussi qu'on est dans un livre, dans un objet de livre, qui a un travail d'éditeur derrière. Et j'en profite pour parler du fait que vous êtes donc édité chez Minuit, et je crois que quand on vous lit, on ne peut pas s'empêcher de penser à d'autres auteurs qui sont publiés dans cette même maison. Je sais que votre écriture a souvent été rapprochée, mais j'y ai pensé aussi, de celle de Yves Ravet, pour l'économie, la sobriété de moyens. On peut penser aussi à Jean-Philippe Toussaint dans cette même idée, et puis dans la construction de la tension d'un texte, et puis pour l'ambiguïté des situations, pour ce jeu sur l'ambivalence de la langue, le sous-texte. Moi, ça m'a souvent fait penser au premier texte de Marianne Diaye, qui était aussi publié chez Minuit. Donc, puisqu'on parle de famille là, depuis le début de cette rencontre, quelle est cette famille d'écrivains pour vous ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce que vous vous sentez y appartenir, et à quel titre ? J'y appartiens par le fait que mes livres sont édités chez Minuit, mais en même temps, tout ce qu'on a dit sur la famille tout à l'heure, c'est compliqué. Donc, non mais... oui, c'est une famille dans le sens où on n'a pas choisi d'être tous sous la même... Non, mais c'est vrai. Et en même temps, il y a quelque chose qui nous relie.
comme dans les familles, il y a quelque chose qui nous relie. Moi, j'ai une tendresse de lecteur très 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 forte, et même plus qu'une tendresse pour beaucoup d'auteurs. Il y a des auteurs qui me fascinent, et puis je suis arrivé tardivement dans cette famille-là, c'est-à-dire qu'il y avait tout un passé, il y avait toute une histoire qui m'impressionnait, comme souvent, comme toujours. C'est-à-dire qu'étudiant, j'avais découvert toute la famille du nouveau roman et ce que ça impliquait sur le plan littéraire, et j'avais été très touché par ça. En même temps, pour être tout à fait honnête, c'était des lectures que je trouvais âpres, trop âpres peut-être, à bon goût, mais par contre qui me fascinait, qui était bouleversante, enfin, qui changeait quelque chose radicalement sur le plan littéraire. Et puis quand je découvre des auteurs comme Jean Echenoz, j'ai l'impression qu'il y a tout le nouveau roman avec en plus le pur plaisir narratif de l'histoire qui est là, puis très ludique aussi. Puis après Toussaint qui est d'une extrême sensualité aussi dans sa langue. Puis, enfin bon voilà, et puis tant d'autres. Et à chaque fois, on se dit que toutes ces rencontres littéraires que l'on fait jeune homme, on se dit mais il y a la même couverture, il y a la même maison d'édition, il y a la même étoile. On se dit waouh, c'est une sacrée maison d'édition, et c'est le cas, et c'est vrai, et ça continue, et c'est très beau. C'est très beau, donc oui, famille, en même temps, oui, de personnes qui n'ont pas décidé d'être ensemble, mais il y a quand même quelque chose qui les relie de toute façon. Sans doute aussi, tout simplement, on ne l'a pas dit, mais une exigence. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un travail sur les textes qui n'est pas partout. Et c'est vrai que quand on reçoit un livre, on a de la chance quand on est édité par l'édition de Minuit de recevoir les textes des autres. À chaque fois qu'on découvre les textes, on se dit, bah oui, il y a du travail, il y a un travail sur la langue et une attention portée qui est belle. Peut-être une dernière question, et puis après on regardera un petit peu ce dont vous nous parlez depuis tout à l'heure. Vous devez être curieux de ce qu'on va projeter. Si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Hein, si, on va prendre le temps, parce que c'est un vrai cadeau que vous nous faites de nous montrer un petit peu justement la fabrique de cette écriture, et pourquoi ça prend du temps précisément, pourquoi ce travail prend du temps. Mais peut-être une dernière question sur les échos entre vos textes, en tout cas la continuité qu'on peut repérer d'un texte à l'autre. Ce sont des histoires et des personnages à chaque fois très différents, mais si on a fait beaucoup de références aux textes qui précèdent, c'est aussi parce qu'il y a une vraie affinité d'atmosphère, de thèmes aussi. Quelle continuité est-ce que vous voyez entre ces textes ? Je sais plus, j'ai entendu la dernière fois quelqu'un qui disait que quand on écrit un livre, c'est comme un point sur une feuille, que si on écrit un deuxième livre, on peut tracer un trait, et un troisième livre, et il y a un triangle, et qu'on ne sortira pas de ce triangle-là de création. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, là j'en suis au 4e quadrilatère, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se dessine, mais un peu malgré moi en fait. C'est que moi j'aimerais bien arriver à faire des choses différentes, et j'ai l'impression qu'il y a des écrivains qui arrivent à se renouveler tout le temps, être très différents, et puis d'autres au contraire qui sont dans une sorte de répétition qui n'en est pas une en même temps, moi qui ne me dérange pas, que je trouve parfois belle, je sais pas, je pense là tout de suite évidemment à Modiano, vous voyez, des auteurs comme ça, mais c'est jamais la même chose en vérité, mais c'est une manière, je crois que c'est peut-être ce qu'on appelle le style aussi, petit à petit, mais moi je découvre aussi, comme vous, ce que je fais, mais c'est vrai, oui, je me rends compte que pour ce qui est du thème de la famille, de cette écriture peut-être à la fois ludique, à la fois de tension et tout ça, il y a quelque chose qui se dessine, oui. Mais pour être très sincère, je fais ce que je peux. Dans le sens où j'aimerais bien, moi, arriver à écrire un livre de 800 pages épique, avec des milliers de personnages. Mais j'y arrive pas, en fait. Pour Sous la menace, je l'ai pas dit, mais j'avais quand même l'idée que j'allais écrire un livre qui se passait sur 10 années. D'ailleurs, je l'ai écrit, ce livre qui se passait sur 10 années. C'est qu'on voyait Quentin petit, puis après à 14 ans. Mais c'est pas resté, parce que finalement, ce qui m'intéressait dans tout ça, c'était d'être que sur ces 2 journées de week-end.
j'arrive pas à faire autrement, mais j'aimerais bien. Et puis surtout, j'ai l'espoir, au fond de moi, en vérité, un jour d'y arriver, ou de changer, mais je crois que, oui, il y a une manière, quoi. Il y a des choses qui plaisent et des choses qui plaisent pas. Voilà, comment on passe d'une décennie à un week-end. On va peut-être regarder justement comment ça se passe, parce que vous nous avez apporté des carnets. C'est très beau, des carnets manuscrits où on voit un peu justement tout ce l'idée c'était avant qu'on projette là, l'idée c'était de montrer juste différentes étapes de l'écriture, puisque on l'avait évoqué. Et bon, on peut, Alain, si tu veux, projeter. Donc la première étape, c'est tout simplement les carnets. Alors c'est extrêmement intime, donc je vais essayer de passer un peu vite là-dessus parfois, peut-être trop vite, hein, ce sera frustrant. Alors qu'est-ce que j'ai? Donc ça c'est pour montrer juste les différentes dimensions de carnet. J'ai mis un stylo pour qu'on voit que celui-ci est très grand. Alors je tiens à préciser que le nom ici, c'est parce qu'on m'a offert ce carnet avec mon nom, hein, gravé, c'est très beau. Donc il y a différents volumes de carnet, et c'est vrai que selon les volumes, en fait, il n'y a pas forcément les mêmes choses à l'intérieur. Ça, c'est les petits. Donc ça peut être vraiment des petits bouts de phrases, des idées. Là, c'est par exemple sur la page de gauche, j'ai essayé de réfléchir, tiens, comment faire parler une jeune fille. C'est pas du tout resté parce que c'est très très nul tout ça. Voilà. Là, c'était des recherches pour décrire un peu Quentin, mec, réo sur jambe, voilà, coiffé de cheveux. Bon, vous voyez, il peut y avoir des mots, juste barbe et barbule. D'ailleurs, je relis assez peu, bizarrement, ces carnets-là, parce que voilà, et là, on voit qu'il y a ténor à gauche, qui va être important dans l'histoire plus tard. Là, en haut à droite, ce qu'on peut voir, c'est les chiffres, j'ai calculé les écarts d'âge entre Chloé et Quentin. On voit là qu'elle s'appelle la Péronie, ce qui n'est pas du tout le cas à la fin. Là, on passe au carnet un peu plus grand, où c'est vraiment l'écriture de scènes, qui est d'ailleurs, là c'est vraiment du premier jet, scène qui n'est pas restée là aussi dans le texte. Là, c'est un peu plus proche du retravail, c'est-à-dire je sais pas si je vais peut-être pas zoomer, mais ça d'ailleurs c'est une scène qui est restée, celle-ci c'est la scène de l'anniversaire de Quentin. Enfin, elle est restée, quand je dis elle est restée, elle n'est pas restée dans cet état-là, c'est-à-dire que j'en ai écrit évidemment à peu près, et vous allez penser que c'est une hyperbole, mais c'est pas le cas, à peu près 1000 versions de cette scène-là. Mais ça dit bien, voilà, le côté manuel presque un peu de l'écriture, enfin le côté très bricolage quoi, de tout ça. Voilà, là c'est des listes, vous voyez, des idées de scènes, A, B, C, D, voilà. D'ailleurs, il y a des choses qui sont restées là-dedans, des jeux sur les sons qui ne sont pas forcément heureux. Voilà, et alors là, c'est même, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est, en fait, ça c'est des personnages qui sont autour d'une table. Et je réfléchissais, vous voyez, il fallait que je décrive cette scène. Alors cette scène, elle est dans le livre, mais il fallait que je sache qui était assis à côté de qui, parce que ça changeait tout, en fait. Qui allait parler, comment ils allaient interagir les uns les autres. Donc là, c'est un peu comme une sorte de storyboard, presque, on dirait, au cinéma. Voilà, ils étaient sous l'arbre. Hein. Alors ça, c'est un plan. Ce que je trouve intéressant dans cette page-là de carnet, c'est que c'est un plan qui arrive assez tard, en fait, dans l'écriture. C'est que le plan, il précède pas l'écriture. Je peux faire un plan qu'une fois que j'ai déjà de la matière, qu'il y a déjà plusieurs scènes, en fait, que je peux agencer. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est toujours dans le carnet. C'est une liste de mots que je chasse. J'appelle ça la chasse des mots. C'est en fait des mots que je retrouve trop souvent dans le texte et qu'il faut que je coupe, quoi. Donc ça, c'est une fois que le texte va être tapé, je vais pouvoir chercher les mots bientôt. Regardez, ce sont que des mots qui sont extrêmement courants, et c'est ça le problème, c'est que du coup, on les utilise beaucoup, et qu'il faut arriver à chasser. Bon, ça, je peux montrer. C'est montrer qu'il y a des ça fait presque office aussi de journal, ce carnet. Bon, là, c'est quoi? J'ai terminé une V1, vous voyez, on est en 2021. Je termine une V1 de Sous la menace. Mais cette version n'est en vérité qu'un bout à bout. Le style ne me plaît pas, il y a des répétitions, des problèmes de rythme, des choses laissées en suspens avec une faute. Et je suis surtout, j'ai compris ce matin en me levant, que j'ai besoin, comme à chaque fois, d'abîmer le texte, y insérer la petite bombe artisanale pour dynamiter l'intérieur. Enfin, je me parle à moi-même là-dedans. Là, je cherche... je crois que c'est de recherche d'exergue. Vous voyez, j'étais en train de lire Buffon, Histoire naturelle. Alors, de la puberté, ça m'intéressait, puisque j'avais... Quentin, à 14 ans, je ne suis pas resté non plus, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus efficace d'avoir l'exergue de Zola.
Ça, c'est un peu flou, mais c'est volontaire que ce soit flou parce que sinon il y avait trop d'indices. Ça, c'est une chronologie que je fais assez tardivement aussi de tous les événements. Alors, tout ça, je l'ai écrit, hein, ça prend des années, puis j'ai dû raconter que le week-end qui est là finalement. Enfin, le résultat final, c'est que les 2 jours du week-end qui sont ici. Mais tout ça, j'ai passé des mois, et même des années en fait, à écrire tout ce qui se passait avant, que je coupe. Bon, ça, c'est un rêve, je ne vais pas forcément. Voilà, après, deuxième étape, c'est les feuilles volantes. Donc, hop, je recule un peu comme ça. Où là, on est quand même un peu plus dans l'écriture des scènes. Ça commence à avancer, puis je commence à les accumuler. Il y en a beaucoup. Là, on retrouve la scène, par exemple, de l'oiseau qu'on va retrouver dans le livre. Voilà, deuxième scène. Où là, voilà, je peux m'appuyer un peu sur les carnets, mais pas trop. Un mot ou deux qui va rester. Et puis après, j'écris comme ça. C'est sur les feuilles volantes. On retrouve le Jardiland là, du début. Alors parfois des post-it qui sont posés dessus. Retravailler les scènes de la fouille, la violence. On voit qu'il y a le doudou aussi là, qui s'amorce, qu'a lu tout à l'heure Emmanuel. Alors après vient l'étape des tapuscrits, ce que j'appelle tapuscrits. Donc écrire à l'ordinateur à partir de toutes ces notes-là. Et puis les annoter encore, et là aussi, il y a des milliers de versions. Mais vraiment, quand je dis des milliers, c'est vraiment des milliers de versions. Parfois, je change même la pagination parce qu'il faut moi-même que je porte un regard un peu plus nouveau sur tout ça. Là, on voit d'ailleurs que c'était écrit à la 3e personne. Voilà, donc ça continue comme ça. Alors ça, c'est encore autre chose, je peux me mettre un peu loin. En fait, non, mais je mets loin, pas pour vous cacher, mais parce que c'est plus proche. En fait, c'est pas une grande feuille, ça, c'est tout petit. En fait, ça a vraiment le format du livre. En fait, j'essaie à un moment donné de me dire, bon, parce que là, on va se rapprocher de l'étape des épreuves. J'essaie d'avoir un recul. C'est une mise en page qui ressemble plus au livre, en fait, pour voir si ça fonctionne ou pas. D'ailleurs, il n'y a rien qui est resté de tout ça. Hein, parce que longtemps, ma première phrase du livre, ça a été « l'histoire aurait pu s'arrêter là ». Et puis, c'est pas resté ça. Donc, dernière étape, c'est les épreuves. Une fois que ça y est, on a rendu à l'éditeur, on a eu les retours avec l'éditeur, on a discuté du texte, on s'est mis d'accord, et puis arrive donc l'étape des épreuves, c'est-à-dire juste avant la publication. Donc voilà, et on voit que y a quand même encore des choses qui ne vont pas. Hein. On se rend compte que la page 91, il y a redressa et dressa à 2 lignes, et dressé à 2 lignes, donc c'est pas possible. Mais ça, c'est terrible, parce que on chasse sans cesse les répétitions, et il y en a toujours. Voilà, donc... et puis même, alors, là, ici, vous voyez, je sais pas si... là, le E, ça veut dire qu'il y a trop d'espace entre le point d'interrogation et le reste. Enfin, on essaie d'être attentif à tout, quoi. Jusqu'au bout, vous voyez, 2 Acquiesça, page 118. Donc ça, c'est pas possible, quoi. Et là, on s'en veut quand on est là, quoi. Mais voilà. Allez, pour terminer, peut-être, ça, c'était le perroquet par lequel on a commencé tout à l'heure. Il ressemble à ça. Alors, non, mais pour dire aussi que je travaille à partir d'images, quand même, ou même de vidéos, parfois, qu'on peut trouver sur Internet. Et là, ce perroquet, il m'a pris beaucoup de temps aussi pour essayer de le décrire. Je montrais tout à l'heure là. Attendez, je vais faire ça. Donc, ça, voilà, petit carnet avec des notes. Mais vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Ce que j'ai trouvé, c'est mince, c'est le même modèle que Flaubert. Et j'ai écrit la phrase de Flaubert. Je me suis dit, mais non, elle est très bien la phrase de Flaubert. Comment faire pour derrière arriver à décrire ça, quoi. Mais je me suis dit, bon, allez, c'était il y a longtemps, on peut Il n'y a rien qui ressemble plus à un perroquet qu'un perroquet, non? Ouais, mais un perroquet de Flaubert... Mais vous voyez, là, je marque 34, 37 cm. Ça ne me sert à rien, hein, parce que je ne vais pas le garder dans le texte et personne va me demander combien mesure le perroquet, mais j'avais besoin, moi, de savoir à peu près combien il faisait, quoi. Voilà, c'est pour vous montrer que je suis un peu fou, en fait. Voilà. Oui, mais ça m'intéressait, moi, qu'on entende aussi un peu que vous travaillez à partir de visuels, parce que c'est pas forcément le cas de tous les écrivains, et c'est vrai que Vincent Almendros a tout un mood board, on appelle ça un mood book. Vous voulez que je le montre? Peut-être rapidement, mais juste quelques images. Non, alors ça, je travaille à partir d'images, mais vous voyez, la première partie,
Mais là, ceux qui ont lu, vous allez absolument rien reconnaître, parce que ça aussi, ça m'a pris des années d'écrire les oiseaux comme ça, la murmuration, je crois que c'est ça, des oiseaux. Là, j'ai pris des mois à le décrire, le chien aussi, le bord de Marne et tout, mais tout ça, ça a été coupé, puisque j'ai finalement raconté que la deuxième... que la deuxième partie qui est restée. Donc vous voyez, à partir d'images où j'essaie de me représenter un peu la maison par des recherches d'images. Alors là aussi, le sac pour le chat, j'ai passé un temps fou à essayer de décrire, puis c'est pas resté, quoi. Parce qu'en fait, Chloé, elle venait avec son chat au début, mais bon. Mais après, je suis content quand je revois ça, je me dis, ah oui, ça les fourmis, elles sont restées, c'est bien. J'ai pas travaillé pour rien. Mais si vous voyez, la bergerie, on parlait tout à l'heure, je voulais quand même vérifier que ça pouvait exister, et j'ai trouvé cette photo, alors j'étais content, du coup je dis bon allez, ça je garde le lieu-dit de la bergerie, c'est bien. Voilà, l'oiseau mort, vous voyez, bon voilà, et les mouches sur ça aussi c'est resté dans le texte et tout. Bon, elles sont pas très belles d'ailleurs ces photos, elles sont même un peu moches, mais ça me permet au bout d'un moment d'avoir, oui, un peu comme on peut faire parfois au cinéma, quoi, d'avoir des images comme ça, de se dire bon, il y a quelque chose qui se dessine, et d'ailleurs on peut les réagencer aussi, pour voir si ça peut fonctionner, si on les met avant, si on les met après. Bon voilà, c'est le chat aussi qu'on retrouve qui bâille. Oui, on le retrouve quand même, ce chat dans le texte. Ouais. Bien, merci beaucoup de nous avoir fait entrer dans votre laboratoire, et merci aussi pour toutes vos réponses. Merci. On va se quitter en lecture comme prévu. Merci beaucoup pour votre écoute également. Merci. Merci. Après avoir apporté le dessert, des cerises noires auxquelles je n'avais pas touché, mais que Chloé avait picorées l'une après l'autre en recrachant les noyaux dans sa main, ma mère m'avait invité à montrer à ma cousine où était ma chambre pour qu'elle puisse se mettre en maillot de bain. Elle avait ajouté qu'il fallait faire vite si nous voulions profiter du soleil. Chloé s'était essuyé la bouche avec sa serviette, puis m'avait suivi sous la véranda, et je lui désignais les 3 gouttes rouges sur son débardeur. « Tu saignes ?»« Mais non, banane, c'est les cerises, » répondit-elle, en frottant sa main dessus, inutilement, comme si elle cherchait à retirer les taches. Dans le couloir, à l'étage, je lui expliquai que la chambre qu'on lui avait attribuée était la dernière sur la droite. C'était de loin la plus grande, ajoutai-je, en ouvrant la porte. Et la plus lumineuse, aurais-je pu compléter, car ma mère avait écarté les lourds rideaux en toile de Jouy, dont les pans étaient maintenus sur les côtés par des embrasses, et avait entrouvert les fenêtres pour aérer, de sorte que les voilages transparents se laissaient langoureusement soulever par le vent. Les vêtements de ma cousine n'étaient plus sur le lit. À leur place, le gros chat noir de mes grands-parents était étendu de toute sa longueur. L'apercevant, Chloé se précipita vers lui. L'animal redressa sa lourde tête, encore pesante de sommeil, et la regarda s'asseoir. Dès qu'elle sentit la main de ma cousine posée sur son crâne, il ne put s'empêcher de plisser de nouveau les yeux. « Comment il s'appelle » demanda-t-elle. « Dingo », dis-je, en repoussant la porte derrière moi sans la fermer complètement. « Et mamie ?» Ma cousine fronça les sourcils, elle ne comprenait pas. « Ton ami » insistai-je en m'avançant vers elle. « Tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. »« Comment elle s'appelle ?»« Oh, éluda-t-elle, elle a un nom imprononçable. » Elle avait l'air de considérer que c'était un détail. D'un ton détaché, elle rajouta que même Madame Rainer, leur professeur principal, n'arrivait pas à le retenir. Ramanala Raona ? Comme si les vibrations de ces 7 syllabes constituaient à elles seules une incantation magique, ma cousine, en les entendant, releva la tête. « Tu la connais ?»« Non, dis-je. »« Bah, comment tu connais son nom alors ?» J'étais tout près d'elle maintenant. À cause de sa position sur le lit, je la regardais de haut. « Elle n'a pas un frère ?»« Si, » hésita-t-elle, peut-être. « Tu sais qu'il est à Joliot-Curie ?» Elle baissa de nouveau le menton et recommença à caresser le chat, lentement, en lissant le pelage noir et satiné. « Non, répondit-elle après un temps, je ne savais pas. » J'avais du mal à interpréter son changement d'attitude. Quelque chose était en train de m'échapper. Peu farouche, Dingo se mit sur le dos pour offrir son ventre et bâilla avec une sorte d'élasticité, dévoilant ainsi le creux rose et strié de son palais. «
Tu entends ?» me demanda-t-elle et ronronne. Je posai ma main, tout près de la sienne, sur le ventre rebondi de l'animal et sentis aussitôt d'infimes vibrations sous ma paume. Je ne voulais pas trop m'avancer et préférais me laisser le temps de réfléchir, mais de toute évidence, ma cousine se servait du chat pour faire diversion. Aussi, je ramenai ma main derrière sa tête et l'empoignai au niveau de la nuque en lui pinçant la peau du cou. Lorsque je le soulevai, Dingo émit un faible miaulement de protestation. « Qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-le !» Chloé considérait le chat suspendu dans le vide qui ne bougeait plus, médusé, les oreilles tirées en arrière. J'éprouvais pour ma part un véritable sentiment de puissance en contemplant ma prise. « D'accord, dis-je. » D'un mouvement du bras, je lançai Dingo qui retomba lourdement sur le parquet avant de secouer la tête. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Il n'a pas le droit de dormir sur le lit. Regarde, il met des poils partout. » Ma cousine constata la présence de quelques poils noirs et très fins là où Dingo avait dormi. Je n'étais encore certain de rien, mais ça changeait tout pour moi, que Mamie soit la sœur de Tolotra Ramanala Rohana. Je m'approchai de la commode, dont j'ouvris le tiroir supérieur. Les vêtements de ma cousine étaient là, pliés bien comme il faut. « Tes affaires sont ici, dis-je, comme si c'était moi qui les y avais mises. » Chloé me remercia sans conviction, les épaules en avant et le dos légèrement voûté. Elle surveillait le chat qui s'était assis et avait relevé la patte pour se lécher l'intérieur de la cuisse. Je refermai le tiroir et, avisant le ventilateur en plastique sur le marbre de la commode, appuyai sur le premier bouton. Les pales commencèrent à tourner derrière la grille de protection et la tête ronde de l'appareil pivota lentement vers la gauche, puis se stabilisa avant de repartir dans l'autre sens. Je pressai ensuite chacun des 3 autres boutons numérotés, si bien que les ailettes de l'hélice se mirent à tourner de plus en plus vite. Le ventilateur, lui, poursuivait son indolente dénégation. À chaque passage, mon t-shirt tremblotait, ondulé par le brassage de l'air. Après quelques secondes, je stoppai l'appareil et les pales tournèrent dans le vide, faiblement, puis s'arrêtèrent. Je me penchai alors et tirai sur le fil pour le débrancher. « C'est le mien !» s'exclama Chloé. Elle avait compris que je comptais l'emporter dans ma chambre et ne voulait pas se laisser faire. Comme elle s'était levée du lit, en me redressant, je la repoussai une première fois, sans force. « Ça va pas, non ?» se défendit-elle, en se retenant au cadre du lit pour ne pas perdre l'équilibre. Je la bousculai plus énergiquement. Elle tomba sur le matelas et m'asséna aussitôt un coup de pied dans le tibia. Elle devait croire que je plaisantais, car me voyant venir vers elle, elle s'allongea de tout son long et en riant essaya de me repousser avec ses pieds dont la plante en dessous était noire de crasse. Je parvins à les esquiver avec le bras et en représailles me jetai sur elle et lui saisis la taille, ce qui ne manqua pas de provoquer chez elle un ricanement nerveux et convulsif. C'était facile. Elle avait toujours craint les chatouilles. « Arrête !» cria-t-elle. Je n'arrêtais pas. Au contraire, mes doigts s'agitèrent plus vite, et comme elle se contorsionnait, son débardeur découvrit son ventre. Je laissai mes mains aller et venir, à même la peau, sur ses côtes surtout. Si bien que, entre 2 gloussements, ma cousine me supplia de nouveau de mettre fin à son supplice. J'aurais pu, à cet instant, lui demander n'importe quoi. Par exemple, si elle avait parlé de l'accident de mon père à sa camarade. Si c'était à cause d'elle que je m'étais battu avec Tolotra Ramanala Rohana. Au lieu de quoi, profitant d'être sur elle et la sentant à ma merci, je tentais une remontée vers le dessous de ses bras. C'était ce qu'elle redoutait le plus. Lorsque j'atteignis la moiteur de ses aisselles, elle se crispa davantage et serrant les coudes, se tortillant de plus belle et faisant d'amples mouvements avec ses jambes, levant les genoux et battant des pieds. « Arrête !» hurla-t-elle, « arrête !» Je me collai contre elle pour l'empêcher de se débattre, attiré par la fougue fiévreuse qui se dégageait de ce corps hilar. J'avais envie de jouir quelques secondes encore de ce sentiment de domination. « Quentin, qu'est-ce que vous faites ?»
je retirais mes mains et m'écartais de ma cousine, qui, comme moi, s'immobilisa sur le lit. Nous écoutâmes, tous les deux, le silence qui avait suivi les mots de ma mère. « Quentin !» Une chaleur anormale envahissait mes joues. À cause de l'afflux du sang qui palpitait en cognant contre mes tempes, je n'osais me relever. « Quentin !» répéta-t-elle plus sèchement. À l'oreille, j'avais évalué qu'elle était en bas, sur l'une des premières marches de l'escalier. Le front luisant, j'hésitais à lui répondre. « Qu'est-ce que vous faites ?» Le chat, comme si c'était lui qu'on appelait, se glissa dans l'entrebâillement de la porte et disparut dans le couloir. « Rien, dis-je, on s'amuse. » Je craignais qu'elle ne monte. « Venez vous baigner, insista ma mère, il fait beau. On arrive, dis-je. Malgré ma précaution, en me levant, les ressorts du sommier grincèrent. Je regardais ma cousine, dont le visage rosi par la lutte semblait déconcerté par l'impétuosité avec laquelle je m'étais jeté sur elle. Elle recula sur le lit, prudemment, et s'empara du lapin posé entre les deux oreillers, puis serra contre sa poitrine cette peluche sale, dont l'odeur de nuit, de larmes et de bave devait la rassurer. Honteux, j'avais refermé la porte de la salle de bain sans bien comprendre ce qui venait de se passer. Je m'étais avancé jusqu'au lavabo et avant de me déshabiller, demeurais sans bouger devant le miroir. On eût dit que c'était un autre qui était face à moi. Les boutons qui gravelaient mon front et mes joues formaient par endroits de petites vésicules rosâtres aux extrémités laiteuses qui donnaient à mon visage l'aspect d'un fruit exotique. Des poils sombres et duveteux avaient poussé au-dessus de ma lèvre supérieure, dessinant à grands traits les prémices d'une moustache. Même mes cheveux avaient changé de texture. Ils s'étaient épaissis et ondoyaient à présent en un lainage terne, impossible à coiffer. Je ne me reconnaissais plus. C'était à cause de cette métamorphose que j'avais essuyé les premières moqueries au début de l'année. « La bête !» avait dit un matin un de mes camarades en me voyant arriver dans la cour. « La bête !» avait-il répété avec délectation dans les couloirs, puis il avait grimacé en accompagnant ce surnom de cris d'animaux et d'onomatopées. Les jours suivants, d'autres l'avaient imité. Parmi eux, Tolotra Ramanala Raona n'avait pas été le dernier. Lui semblait même considérer mon acné comme une malformation dont il devait se prémunir en me repoussant comme on repousse le mauvais sort. « La bête !» avait-il soufflé à son tour, chaque matin, durant des mois. Et par un brusque mouvement des épaules, il feignait chaque fois de se jeter sur moi en s'amusant de me voir reculer. Je détournais la tête. Je venais d'entendre des pas dans l'escalier. Quelqu'un était en train de monter, c'était peut-être ma mère qui venait vérifier ce que nous faisions. Ébranlé, je cessais de respirer pour ne pas faire de bruit. Je tendis l'oreille. Au bout d'un moment, les pas s'arrêtèrent dans le couloir. Personne ne parlait. Et je compris que ce n'était sans doute que mon grand-père qui venait faire sa sieste. Je me défiais alors une dernière fois du regard dans le miroir, en songeant que mes camarades avaient raison. J'étais en train de devenir un monstre. Merci beaucoup, Emmanuel. La suite est dans le livre. Vous pouvez évidemment l'acquérir dans l'entrée de la Maison de la Poésie. Et je pense que Vincent Landros a encore un peu d'énergie pour vous faire une petite dédicace si vous en avez envie. Comme ça, vous aurez la belle graphie qu'on a vue sur les projections. Merci d'ailleurs aussi beaucoup à la technique de nous avoir permis de sonoriser et de voir tout ça ce soir. Merci encore. Merci.